Lors de leur lune de miel, il se pencha et murmura « Puis-je continuer ?» À cet instant, elle frissonna d'amour, sans imaginer ce qui allait suivre. Le silence pesant du bureau contrastait avec l'agitation de l'avenue des Champs-Élysées, en contrebas. Philippe Mercier observait par la fenêtre du 30e étage les voitures qui se déplaçaient comme des fourmis, tandis que son esprit assimilait les paroles qu'il venait d'entendre. 42 ans, tempes grisonnantes, larges épaules soutenant un costume impeccable qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Ses yeux sombres, qui avaient intimidé des adversaires dans des salles de réunion du monde, qu'entier, reflétaient maintenant quelque chose proche du désespoir. « Un mariage, père? Nous parlons d'un mariage ?» Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. 20 ans à diriger Mercier Holdings, 15 ans depuis le divorce qui avait failli le détruire, et maintenant ça. Albert Mercier, patriarche de la famille et fondateur de l'empire qui englobait aussi bien des entreprises de construction que des sociétés minières, soupira lourdement. À 73 ans, il imposait toujours le respect, mais les rides profondes autour de ses yeux trahissaient le poids des dernières semaines. C'est la seule issue, Philippe. Les quartiers ont les licences environnementales dont nous avons besoin pour le projet minier. Sans elles, nous perdons tout. Et il fit une pause, choisissant ses mots. Ils connaissent également des difficultés financières. Une union entre les familles renforcerait les deux parties. Et pourquoi diable faut-il que ce soit? Par un mariage? Nous pouvons faire un partenariat commercial, une fusion, n'importe quoi qui n'implique pas. Philippe passa la main dans ses cheveux, dérangeant sa coiffure parfaite. La dernière fois qu'il avait fait confiance à quelqu'un au point de se marier, Monique l'avait trahi avec son meilleur ami et avait failli emporter la moitié de tout ce qu'il avait construit. Plus jamais. Jamais. Parce que les quartiers sont traditionnels, fils. Très traditionnels. Hélène Cartier ne fait confiance qu'aux liens du sang. Et tu connais leur fille, Élise, une jeune femme éduquée, de bonne famille, qui a 23 ans. Philippe se détourna brusquement de la fenêtre. Je pourrais être son père. Mais tu ne l'es pas. Et elle a accepté. Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle a accepté? De l'autre côté de la ville, dans l'élégant appartement de Montmartre, Élise Cartier observait la pluie qui commençait à tomber sur Paris. Ses doigts délicats tenaient une tasse de tisane à la camomille qui refroidissait sans qu'elle s'en aperçoive. Ses cheveux châtains ondulés tombaient en cascade sur ses épaules, tandis que ses yeux verts reflétaient la mélancolie de la fin d'après-midi. 23 ans, diplômée en psychologie, elle rêvait de travailler avec des enfants défavorisés. Jamais elle n'aurait imaginé que son avenir serait décidé lors d'une réunion d'affaires. « Tu n'es pas obligée de faire ça, ma fille. » La voix douce d'Hélène Cartier résonna derrière elle. 51 ans, cheveux blonds toujours impeccables, Hélène conservait encore la beauté qui avait fait d'elle l'une des personnalités les plus admirées de Paris dans les années 90. Mais désormais, ses traits montraient une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler depuis des semaines. « Maman, nous savons toutes les deux que je le dois. » Élise se retourna, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Papa a presque tout perdu dans la crise économique. Les licences environnementales sont le seul patrimoine qui nous reste avec une valeur réelle. Et elle soupira, posant la tasse sur la table basse. Je ne peux pas laisser notre famille tout perdre à cause de mes rêves romantiques, de trouver un grand amour. Hélène s'approcha, prenant les mains de sa fille entre les siennes. Philippe Mercier est un homme intègre, ma chérie. Je le connais depuis l'enfance. Oui, il est plus âgé, oui, il a traversé un divorce difficile, mais... Maman, je sais. Élise serra affectueusement les mains de sa mère. J'ai lu sur lui, j'ai recherché tout ce que je pouvais. Je sais que c'est un homme honorable, qui travaille dur, qui n'a jamais été impliqué dans des scandales. Je sais aussi qu'il est froid, distant, et qu'il voit probablement ce mariage comme une transaction commerciale. Ce n'est pas sa faute, ni la mienne. C'est simplement la vie. Ce qu'Élise ne dit pas, c'est qu'il y avait quelque chose dans ces quelques photos de lui trouvées sur Internet qui l'intriguait. Une ombre dans ses yeux sombres qu'elle reconnaissait. La même ombre qu'elle voyait dans le miroir tous les matins depuis qu'elle avait appris les problèmes financiers de la famille. L'ombre de la solitude. 3 semaines plus tard, l'église du Sacré-Cœur, dans le 7e arrondissement, était ornée de compositions de roses blanches et d'orchidées,
200 invités occupaient les bancs en bois noble, chuchotant à propos de l'union inattendue entre les familles Mercier et Cartier. La presse mondaine commentait le mariage de l'année, spéculant sur les motifs commerciaux derrière la cérémonie. Élise remontait l'allée centrale, au bras de Robert Cartier, son père. La robe en dentelle française épousait son corps délicat, la traîne s'étalant comme un nuage derrière elle. Le voile de son arrière-grand-mère complétait l'ensemble, portant l'histoire de 4 générations d'amour. Mais à ce moment-là, Élise se sentait comme une actrice jouant un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Philippe l'attendait à l'hôtel, impeccable dans son smoking noir. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose d'étrange se produisit. Pendant une seconde, juste une seconde, tous deux oublièrent où ils étaient. Elle vit non pas l'homme d'affaires froid des journaux, mais un homme qui portait une tristesse silencieuse. Il vit non pas simplement la fille des Cartier, mais une jeune femme qui affrontait ce moment avec une dignité qui le toucha profondément. Le père Joseph, qui connaissait les 2 familles depuis des décennies, conduisit la cérémonie avec la solennité requise. Les mots résonnèrent dans l'église tandis qu'Élise et Philippe se regardèrent dans les yeux, disant oui à un engagement qui allait au-delà d'eux-mêmes. Quand il souleva le voile pour le baiser cérémoniel, Philippe fut pris d'une douceur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le baiser fut chaste, respectueux, mais quelque chose dans la fragilité de ses lèvres l'émut. La réception de mariage à l'hôtel Ritz, à Nice, fut un spectacle d'élégance. Les jeunes mariés volèrent en hélicoptère vers la Côte d'Azur, tandis que les invités suivirent dans des vols affrétés. Le salon principal de l'hôtel était transformé en version terrestre d'un conte de fées avec des lustres en cristal, des fleurs importées et une vue imprenable sur la Méditerranée. Pendant la fête, Élise dansa avec son père, avec son beau-père, avec des oncles et des amis de la famille. Philippe remplit son rôle social, conversant avec des investisseurs, saluant des politiciens, représentant l'image de l'homme d'affaires accompli. Mais ses yeux cherchaient souvent son épouse, observant comment elle se mouvait avec grâce parmi les invités, comment elle souriait poliment même quand elle était visiblement fatiguée, comment ses mains tremblaient légèrement quand personne ne regardait. Vers 11 heures du soir, quand le dernier invité s'était retiré et que les photographes rangèrent leur matériel, Philippe et Élise se retrouvèrent seuls dans l'ascenseur qui montait vers la suite présidentielle. Le silence entre eux était chargé de tension, d'attente et de peur. « Merci », dit soudain Philippe, sa voix brisant le silence. « Pourquoi ?» Élise le regarda, surprise. « Pour aujourd'hui, pour avoir fait paraître tout cela réel. » Élise étudia son visage un moment. « Et si je vous disais que pour moi c'était réel ?» Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avant qu'il puisse répondre, révélant la suite la plus luxueuse de l'hôtel. 2 bouteilles de champagne attendaient sur une table centrale ornée de pétales de rose. Les rideaux étaient ouverts, offrant une vue panoramique sur la côte niçoise illuminée. C'était le cadre parfait pour une nuit d'amour. Mais tous deux savaient qu'ils étaient là uniquement pour respecter un protocole. « Élise, Philippe commença, mais elle l'interrompit d'un geste délicat. « Je sais que c'est étrange pour nous deux, que nous ne nous connaissons pas, bien que cette situation est inhabituelle. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. « Mais j'aimerais que vous sachiez que je n'attends rien de vous ce soir, ni aujourd'hui, ni demain. Nous pouvons rendre les choses plus faciles pour tous les deux si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. » Philippe la suivit, se tenant à ses côtés, devant la fenêtre. Son parfum, quelque chose entre le jasmin et la vanille, parvint jusqu'à lui, éveillant des sensations qu'il essayait de garder endormies depuis des années. « Vous êtes très jeune pour être si compréhensive, et vous êtes trop jeune pour être si solitaire. » Cette observation le prit au dépourvu. Il se tourna pour la regarder, rencontrant des yeux verts qui semblaient voir à travers toutes ses défenses. « Comment vous... » « Je reconnais la solitude parce que je la connais bien. » Élise sourit tristement. « J'ai grandi entourée de gens, mais je me suis toujours sentie seule. Ma famille m'aime, mais ils vivent dans un monde différent du mien. Parfois j'ai l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie. » Philippe resta silencieux, assimilant la vulnérabilité de cette confession. Cette jeune femme qui aurait dû être effrayée ou rancunière était là, offrant sa compréhension. « Pourquoi avez-vous accepté de m'épouser ? » « C'est pour les mêmes raisons que vous avez accepté de m'épouser.
Elle s'éloigna de la fenêtre, marchant vers la chambre. Parce que parfois nous n'avons pas le choix, parce que parfois faire ce qui est juste fait mal, et parce que... Elle s'arrêta à la porte, regardant par-dessus son épaule. Parce que j'ai vu quelque chose en vous sur cette photo, dans les journaux, qui m'a fait penser que nous n'étions peut-être pas si différents l'un de l'autre. 2 heures plus tard, Philippe était sur la terrasse de la suite, vêtu du pantalon de son smoking et de la chemise blanche, dont les premiers boutons étaient ouverts. Un verre de whisky reposait sur la table, à côté du fauteuil où il s'était installé. Le bruit des vagues de la mer était hypnotisant, mais son esprit était agité. Élise s'était retirée dans la chambre après une conversation étrangement réconfortante sur les livres, les voyages et les rêves abandonnés. Elle avait mentionné avec désinvolture qu'elle aimerait connaître la Toscane, qu'elle avait toujours rêvé de travailler avec des enfants orphelins, que parfois elle passait des heures à observer les gens dans la rue et à imaginer leurs histoires. Philippe s'était surpris à parler de sa passion pour les avions. Il avait obtenu une licence de pilote dans sa jeunesse, de combien il regrettait de ne plus simplement marcher dans la ville sans itinéraires ou engagements, des livres de philosophie qu'il lisait durant ses insomnies. Un bruit venant de la chambre attira son attention. C'était un sanglot étouffé, presque imperceptible. Philippe hésita un instant, mais quelque chose de plus fort que la raison le fit se lever et marcher jusqu'à la porte entr'ouverte. Élise était assise au bord du lit, toujours vêtue du peignoir en soie blanche, ses cheveux détachés tombant, comme des rideaux autour de son visage. Ses épaules tremblaient légèrement. Élise, sa voix sortit plus douce qu'il ne l'avait prévu. Elle leva la tête, les yeux rouges révélant des larmes qu'elle avait tenté de cacher. « Désolé, je ne voulais pas que vous me voyiez ainsi. Ce n'est pas grave de pleurer le jour de son mariage. » Philippe entra dans la chambre, gardant une distance respectueuse, surtout lors d'un mariage comme le nôtre. « Ce n'est pas ça. » Elle sécha ses larmes avec le dos de sa main. « C'est que... Philippe, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire avant, mais je n'en ai pas eu le courage. » Son cœur s'accéléra. Des secrets. Il y avait toujours des secrets. Quoi donc? Élise respira profondément, rassemblant son courage. Je n'ai jamais été avec personne. Je veux dire, je n'ai jamais... Sa voix faiblit, son visage rougissant intensément. Philippe resta immobile un moment, assimilant l'information. Vierge. À 23 ans, en plein 21e siècle, Élise Cartier était vierge. Et elle était là, mariée à un homme presque 20 ans plus âgé qu'elle, dans une nuit de noces que tous deux savaient n'être qu'une formalité. Élise. Elle s'approcha lentement, comme si elle était un oiseau effrayé qui pourrait s'envoler à tout moment. « Pourquoi me dites-vous cela ?»« Parce que vous avez le droit de savoir. Parce que ce mariage peut être un accord, mais vous êtes mon mari maintenant, et je ne veux pas commencer notre vie ensemble par des mensonges. » Elle le regarda avec un courage qui contrastait avec la vulnérabilité de sa confession. « Et parce que, même en sachant que ceci n'est qu'un contrat, j'aimerais que vous sachiez que... Si un jour vous vouliez que cela devienne réel, je serais prête à essayer. » Le silence qui suivit ne fut rempli que par le bruit lointain des vagues. Philippe s'assit dans le fauteuil près du lit, maintenant une distance, mais offrant sa présence. Son esprit était en tumulte. Cette jeune femme, se corrigea-t-il mentalement, offrait quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais accepter. La confiance, l'espoir, la possibilité de recommencer. « J'ai été marié pendant 8 ans, dit-il finalement, sa voix chargée d'une douleur ancienne. Monique est belle, intelligente, d'une famille traditionnelle comme la vôtre. Nous nous sommes rencontrés à l'université, avons été en couple pendant 3 ans avant de nous marier. Je croyais la connaître, je croyais qu'elle m'aimait. » Élise resta silencieuse, intuitivement consciente que c'était une histoire qu'il racontait rarement. « J'ai découvert la trahison par hasard. Je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires et, eh bien, vous pouvez imaginer. Ce n'était pas simplement une aventure, c'était une relation qui durait depuis 2 ans, avec mon meilleur ami. » Philippe rit amèrement. Le pire n'était pas la trahison en soi. C'était de découvrir que tout dans notre mariage était un mensonge, qu'elle n'était restée avec moi que pour l'argent, pour le statut, que j'avais été un idiot amoureux qui avait confondu l'intérêt avec l'amour.
Philippe, depuis, je me suis juré de ne plus jamais m'impliquer émotionnellement, de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un au point de devenir vulnérable. Il la regarda dans les yeux. Et me voilà marié à nouveau, avec une femme que je connais à peine, qui est trop jeune pour comprendre les complexités de la vie, qui est assise ici à vous écouter décharger 15 ans de douleur sans vous juger. Élise l'interrompit doucement. Qui a vu son père travailler 16 heures par jour pour soutenir sa famille avec dignité? Qui a observé sa mère renoncer à ses propres rêves pour soutenir son mari? Qui peut être jeune, mais n'est pas naïve? Philippe l'étudia longuement. Il y avait une fermeté dans cette jeune voix qui le surprit, une maturité dans ses yeux verts qui ne correspondait pas à son âge. « Je ne veux pas vous blesser, Élise. Et je ne veux pas vous décevoir, Philippe. » Elle se leva du lit, marchant vers la fenêtre. « Mais peut-être pouvons-nous essayer de ne pas nous blesser mutuellement. Peut-être pouvons-nous apprendre à nous faire confiance lentement, sans pression, sans attente. » Il se leva aussi, s'approchant d'elle près de la fenêtre. « Et si je vous disais que je ne sais plus comment faire cela, que j'ai oublié comment on ouvre son cœur à quelqu'un, alors nous apprendrons ensemble. » Élise sourit pour la première fois depuis leur arrivée à l'hôtel. « Parce que, pour être honnête, je ne sais pas non plus comment faire. Je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre. » Ils restèrent côte à côte devant la fenêtre, observant l'animation nocturne de Nice. Ils ne se touchèrent pas, ne s'embrassèrent pas, ne firent pas de promesses grandioses. Mais quelque chose d'invisible et d'important se produisit à ce moment. Une porte s'ouvrit. Une possibilité naquit. « Élise, » dit doucement Philippe, « aimeriez-vous passer notre lune de miel à visiter les endroits dont vous avez toujours rêvé ?» Elle le regarda surprise. « Vous feriez cela ? J'ai une maison à Saint-Tropez. Elle est simple, loin de tout face à la mer. Nous pourrions y rester quelques semaines, sans pression, sans obligation sociale, juste apprendre à nous connaître. » Le sourire qui illumina le visage d'Élise fut comme le lever du soleil après une longue nuit. « J'adorerais. » Cette nuit-là, ils dormirent dans des lits séparés dans la même chambre. Philippe dans le fauteuil qu'il transforma en lit improvisé, Élise dans le lit king-size qui semblait trop grand pour une personne seule. Mais, pour la première fois depuis des années, tous deux dormirent en paix. Lui, parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui ne le jugeait pas pour ses cicatrices. Elle, parce qu'elle avait trouvé quelqu'un disposé à la respecter exactement comme elle était. Quand ils se réveillèrent, avec le soleil doré de Nice envahissant la suite, Élise trouva une rose blanche sur la table de chevet avec un mot pour de nouveaux commencements, Philippe. Elle sourit, gardant la fleur entre les pages du livre qu'elle avait apporté pour le voyage. Un nouveau commencement. Oui, c'était peut-être exactement ce dont ils avaient tous deux besoin. Le voyage vers Saint-Tropez se fit en hélicoptère, survolant la côte méditerranéenne par un jour clair de mars. Élise observait tout par la fenêtre avec un enthousiasme qui contamina même Philippe, qui pilotait l'appareil avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait ce trajet des centaines de fois. Quand elle commenta la beauté de la vue, il fit un détour pour qu'il puisse survoler les lagunes bleues de la région, juste pour la voir sourire. La maison à Saint-Tropez était différente de tout ce qu'Élise avait imaginé. Pas de manoir, ostentatoire ou de décoration prétentieuse. C'était une construction de plain-pied, aux lignes simples, avec de larges fenêtres s'ouvrant sur la mer. Des jardins naturels, des meubles confortables, une bibliothèque étonnamment vaste et une cuisine accueillante où Philippe avoua qu'il aimait cuisiner les week-ends. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis », expliqua-t-il, portant ses valises dans la chambre principale. Loin des réunions, des rapports, des décisions qui affectent des centaines d'emplois. Ici, je peux être simplement Philippe. Élise explora la maison avec une curiosité authentique, commentant les livres, les photographies, les objets qui révélaient des facettes de l'homme qu'elle avait épousé. Il y avait des photos de lui pilotant des avions dans sa jeunesse, des diplômes et des certifications qu'il ne mentionnait jamais dans les interviews, une collection de vinyles de jazz dont la variété la surprit. « Vous jouez du piano ?» demanda-t-elle, ça découvrant des partitions sur une étagère. Je jouais. Cela fait des années que je n'ai pas joué. Pourriez-vous jouer pour moi un jour ? Cette simple question le prit au dépourvu. Il y avait quelque chose dans sa façon de demander, sans exiger, sans faire pression, juste en attendant qui le touchât. Peut-être.
Les premiers jours de la lune de miel furent comme une danse prudente. Ils s'observaient, se découvraient, construisaient une routine délicate. Philippe préparait le petit déjeuner. Il découvrit qu'Élise aimait les fraises fraîches et détestait le café fort. Élise organisait la maison. Philippe fut fasciné par sa capacité à transformer n'importe quel espace en quelque chose de plus accueillant, simplement en réarrangeant objets et fleurs. Il marchait sur la plage en fin d'après-midi, discutant de tout et de rien. Elle racontait ses études de psychologie, ses projets de travailler avec des enfants défavorisés, comment elle s'était toujours sentie déplacée lors des événements sociaux de sa famille. Il parlait des défis de gérer un empire commercial, de la responsabilité de créer des emplois, de comment parfois il se sentait perdu entre chiffres et stratégie. « Avez-vous déjà pensé à faire quelque chose de différent ?» demanda Élise lors d'une de ses promenades, tout en ramassant des coquillages sur le sable. « Comment ça ?»« Quelque chose qui vous apporterait du plaisir, pas seulement des responsabilités. » Philippe s'arrêta de marcher, l'observant se baisser, pour ramasser un coquillage particulièrement beau. « Cela fait si longtemps que je ne sais plus ce qui me fait plaisir. »« Nous avons le temps de le découvrir, » sourit-elle, lui offrant le coquillage. « Nous avons toute la vie. » Toute la vie. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Philippe pendant des jours. Toute la vie. Avec Élise. L'idée qui initialement le terrifiait commençait maintenant à sembler possible. Ce fut durant la 2e semaine que la barrière se brisa enfin. Philippe avait passé tout l'après-midi dans le bureau de la maison, résolvant une question urgente de l'entreprise. Quand il sortit, il était visiblement tendu, les muscles du cou contractés, l'expression chargée. Élise était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle avait découvert que cuisiner la détendait quand elle le vit arriver. Sans dire un mot, elle s'approcha de lui par derrière et, hésitante, commença à masser ses épaules. Philippe se raidit au premier moment. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait touché avec tendresse, mais ses mains étaient douces, fermes, et il se permit de se détendre. Il ferma les yeux, s'abandonnant à ce moment de soin. « Merci », murmura-t-il. « Toujours », répondit-elle simplement. Ce soir-là, après le dîner, Philippe se dirigea vers le piano pour la première fois depuis des années. Élise s'installa dans le canapé proche, observant en silence tandis qu'il jouait un morceau de Chopin qu'il avait appris à l'adolescence. La musique remplit la maison, mélancolique et belle, chargée d'une émotion qu'il avait gardée enfouie depuis longtemps. Quand la dernière note s'évanouit, Élise applaudit doucement. « Magnifique !»« Je pensais à vous », avoua-t-il, surpris, par sa propre honnêteté. « À moi ? À comment vous êtes entré dans ma vie sans prévenir et avez tout changé ?» Élise se leva du canapé, s'approchant du piano. « Changer comment ?» Philippe pivota sur le banc, lui faisant face. « Vous me faites me rappeler qu'il existe de la beauté dans le monde, qu'il existe de la gentillesse, que peut-être je peux être plus qu'un simple homme d'affaires. » Incompris. Philippe. Je sais que nous sommes très différents, que vous méritez quelqu'un de votre âge qui partage vos rêves, qui puisse grandir avec vous. Mais Il hésita, cherchant les mots justes. J'aimerais beaucoup essayer d'être cette personne. Élise tendit la main, touchant son visage, avec délicatesse. Et si je vous disais que je ne veux pas quelqu'un de mon âge, que je ne veux pas quelqu'un qui grandisse avec moi parce qu'il grandit déjà avec moi, que vous êtes déjà bien plus qu'un homme d'affaires accompli? Le baiser qui suivit fut différent de celui cérémonial à l'église. Il fut lent, précautionneux, chargé de promesses silencieuses. Quand ils se séparèrent, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. « Élise, » chuchota Philippe, « je ne veux rien précipiter. Je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression. » Chut. Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Je sais. Et vous savez que quand je serai prête, je vous le dirai, de la même façon que vous me direz quand vous serez prêt à me faire entièrement confiance. » Ils passèrent cette nuit-là enlacés sur le canapé, parlant de tout ce qu'ils avaient regardé pour eux durant des années de solitude. Philippe raconta la pression d'avoir repris l'entreprise si jeune à la mort de son grand-père, comment il ne s'était jamais permis d'être vulnérable parce qu'il y avait toujours eu quelqu'un dépendant de sa force. Élise parla de grandir en étant la fille parfaite, de comment elle avait toujours senti qu'elle devait correspondre aux attentes des autres, de comment parfois elle se sentait invisible au milieu de tant d'approbation superficielle. « Vous, me voyez ?» dit-elle soudainement blottie contre sa poitrine.
Comment ça? Vous me voyez vraiment, pas la fille des quartiers, pas l'épouse trophée, pas la jeune femme bien éduquée. Vous voyez? Élise. Philippe resserra ses bras autour d'elle. Et vous me voyez comme Philippe, pas comme le PDG de Mercier Holdings. Exactement. Quand le soleil se leva sur Saint-Tropez, il trouva un couple endormi sur le canapé, enlacés comme deux personnes qui avaient trouvé quelque chose qu'ils ne savaient même pas qu'ils cherchaient. Le mariage arrangé s'était transformé en quelque chose que ni Philippe ni Élise n'avaient espéré, une véritable chance d'amour. Ils avaient encore un long chemin devant eux. Il y avait encore des peurs à surmonter, de la confiance à construire, de l'intimité à découvrir. Mais en ce matin doré, avec le bruit des vagues envahissant la maison et le parfum des fleurs du jardin dans l'air, tous deux surent qu'ils avaient fait le bon choix. Non pas le choix de se marier par intérêt familial, mais le choix d'essayer de transformer cet accord en quelque chose de vrai, le choix de s'ouvrir à la possibilité d'aimer et d'être aimé à nouveau. Et tandis que Philippe préparait le petit déjeuner et qu'Élise arrangeait des fleurs du jardin dans un vase, tous deux sourirent. Le même sourire. Le sourire de ceux qui ont découvert que parfois, les fins heureuses commencent par les débuts les plus improbables. Les jours à Saint-Tropez se succédaient comme les pages d'un livre qu'aucun d'eux ne voulait finir de lire. La 3e semaine de leur lune de miel apporta une intimité qui grandissait naturellement, sans précipitation, construite sur des conversations qui s'étendaient jusqu'à l'aube et des silences confortables qui en disaient plus que 1000 mots. Élise découvrit que Philippe se réveillait avant le lever du soleil et marchait sur la plage pour organiser ses pensées avant que la journée ne commence. La première fois qu'elle l'accompagna, il fut surpris mais ne dit rien quand elle apparut dans le salon à 5h30 du matin, déjà habillée et prête. Ils marchèrent en silence pendant les 15 premières minutes, absorbant simplement la paix de ces premières heures du jour, quand Saint-Tropez n'appartenait encore qu'aux pêcheurs et aux mouettes. « Mon grand-père m'a enseigné cette habitude », révéla Philippe, tandis qu'ils observaient le soleil peindre le ciel. De teintes orangées. Il disait qu'un homme doit converser avec lui-même avant de converser avec le monde. « De quoi parlez-vous » demanda Élise, ramassant un coquillage que les vagues avaient déposé à ses pieds. « Aujourd'hui, nous avons parlé de vous. » La simplicité de la réponse la prit au dépourvu. « Et qu'avez-vous conclu » Philippe s'arrêta de marcher, se tournant pour la regarder. « Que vous êtes en train de changer la façon dont je vois tout. Comment je vois l'avenir, comment j'envisage, la possibilité d'être heureux à nouveau, et cela m'effraie et m'enchante en même temps. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de ce moment, dans la lumière dorée de l'aube, se reflétant dans ses yeux sombres, qui lui fit oublier la différence d'âge, l'accord entre les familles, toutes les raisons pratiques qui les avaient amenés ici. « Philippe, je sais que je suis compliqué, Élise, je sais que j'ai des cicatrices, que parfois je me ferme quand je devrais m'ouvrir, je sais que vous méritez quelqu'un qui vienne à vous sans bagage, sans peur, sans... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Sans histoire ?» Élise l'interrompit doucement. « Philippe, croyez-vous que je veuille un homme sans histoire? Croyez-vous que quelqu'un qui n'a jamais souffert, jamais lutté, jamais perdu quelque chose, serait capable de comprendre ce que je ressens, ce dont j'ai besoin ?» Il resta silencieux, assimilant ses paroles. « Vos cicatrices ne m'effraient pas, » continua Élise, s'approchant de lui. « Elles me montrent que vous êtes humain, que vous êtes réel, et que si vous avez pu survivre à tout ce que vous avez traversé, et être encore capable de me traiter avec tant de délicatesse, alors peut-être êtes-vous exactement le type d'homme dont j'ai besoin dans ma vie. » Le baiser qui suivit fut différent de tous les précédents. Il y avait de l'urgence, du besoin, un abandon que tous deux avaient repoussé. Quand ils se séparèrent, Philippe appuya son front contre le sien, respirant profondément. « Élise, je ne veux pas vous blesser. »« Alors ne me blessez pas, » murmura-t-elle. « Faites-moi confiance, faites-nous confiance. » Ce soir-là, pour la première fois depuis le mariage, ils dînèrent aux chandelles sur la terrasse de la maison. Philippe avait cuisiné des pâtes selon une recette apprise de sa grand-mère italienne. Élise avait préparé une salade avec des ingrédients frais du marché local. Le vin rouge qu'il choisit était léger, parfait pour quelqu'un qui découvrait le goût des vins. « Parlez-moi de vos rêves » demanda Philippe, remplissant à nouveau son verre. « Mes rêves ? Ceux que vous aviez avant tout cela, avant moi, avant le mariage,
avant les problèmes de votre famille. Qui Élise voulait-elle être en grandissant? Élise sourit, jouant avec le bord de son verre. Je voulais avoir un centre d'aide pour les enfants à risque, rien de très grand ou prétentieux. Juste un endroit où ils pourraient se sentir en sécurité, étudier, jouer, parler avec quelqu'un qui les comprendrait. J'ai toujours pensé que... Elle s'arrêta, rougissant légèrement. Quoi? Que si je ne pouvais pas avoir mes propres enfants, au moins je pourrais prendre soin d'enfants qui auraient besoin d'affection. Cette confidence toucha Philippe profondément. Il y avait une générosité dans ce rêve qui contrastait avec le monde d'intérêt dans lequel il vivait depuis des décennies. Pourquoi pensez-vous que vous ne pourriez pas avoir d'enfants? Je ne sais pas, juste une intuition, comme si je n'étais pas faite pour cela. Élise, regardez-moi. Quand elle leva les yeux, il poursuivit. Vous seriez une mère extraordinaire. Et si c'est votre rêve, j'aimerais vous aider à le réaliser. Même si cela signifie moins de temps pour l'entreprise, moins d'événements sociaux, moins... surtout pour cela. Philippe tendit la main par-dessus la table, touchant la sienne. Vous m'apprenez qu'il y a une vie au-delà des affaires, qu'il existe un but au-delà du profit. Après le dîner, ils s'installèrent dans le canapé du salon. Élise blottit dans les bras de Philippe, tandis qu'il lui lisait un des livres de la bibliothèque, un recueil de chroniques de Marcel Pagnol sur la Provence. Sa voix était grave, enveloppante, et Élise se surprit à être plus intéressée par la cadence des mots que par leur contenu. « Vous avez une voix magnifique », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Vous me distrayez, Madame Mercier. » Madame Mercier, c'était la première fois qu'il l'appelait ainsi, et l'effet fut instantané. Élise s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Dites-le encore. »« Quoi ?»« Madame Mercier. » Philippe sourit, comprenant ce que ces mots signifièrent pour elle. Ce n'était pas seulement un nom, c'était la reconnaissance qu'elle appartenait ici, que tout ceci était réel. « Madame Élise Mercier, dit-il lentement, savourant chaque syllabe. « J'aime comment cela sonne, avoua-t-elle. J'aime comment vous le faites sonner. » La tension entre eux s'intensifia graduellement. Philippe ferma le livre, le posant sur la table, mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Ils restèrent là, se regardant dans les yeux, sentant le poids de ce moment qu'ils savaient tous deux approcher. « Philippe, chuchota Élise, j'ai confiance en vous. Vous êtes sûr? Absolument. » Il se leva lentement, lui tendant la main. « Alors venez avec moi. » La chambre principale n'était éclairée que par la lumière de la lune qui entrait par les fenêtres ouvertes. Le bruit des vagues se mêlait au parfum des fleurs du jardin, créant une atmosphère de rêve. Philippe se tourna vers Élise, prenant son visage entre ses mains. « Si vous voulez arrêter à tout moment... »« Je ne voudrais pas arrêter, » l'interrompit-elle, mais il y avait une note de nervosité dans sa voix qu'il perçut immédiatement. « Vous avez peur. »« Un peu. » admit-elle. « Mais c'est une bonne peur. C'est la peur de quelqu'un qui est sur le point de découvrir quelque chose d'important. » Philippe l'embrassa doucement, un baiser qui commença tendre et s'approfondit à mesure qu'Élise répondait. Ses mains tremblaient légèrement quand il commença à défaire les boutons de son chemisier, et elle le remarqua. « Vous êtes nerveux aussi, » observa-t-elle en souriant. « Très, avoua-t-il. Cela fait très longtemps que quelque chose n'a pas tant signifié pour moi. » Ce qui suivit fut une découverte mutuelle, lente et respectueuse. Philippe guida Élise avec une patience infinie, murmurant des mots d'encouragement, vérifiant constamment qu'elle allait bien. Elle s'abandonna complètement, découvrant non seulement les plaisirs du corps, mais l'intimité profonde d'être véritablement connectée à quelqu'un. Quand ils ne firent finalement qu'un, Élise pleura, non de douleur, mais d'une émotion écrasante qu'elle n'attendait pas. Philippe la tint dans ses bras, caressant ses cheveux, murmurant qu'il l'aimait, qu'il prendrait soin d'elle, qu'il ne la laisserait plus jamais se sentir seule. « Je t'aime », murmura-t-elle en retour, et c'était la première fois que l'un d'eux disait ces mots depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Je t'aime aussi », répondit-il, et tous deux surent que c'était vrai. Ils passèrent l'aube éveillés, parlant, se découvrant, construisant une intimité qui allait bien au-delà du physique. Philippe raconta ses premières années à la tête de l'entreprise, les décisions difficiles qu'il avait dû prendre, les nuits blanches à étudier des rapports.
Élise parla de la solitude de grandir en étant toujours la fille parfaite, de comment parfois elle se sentait comme une actrice jouant un rôle que d'autres avaient écrit pour elle. « Et maintenant ?» demanda-t-il, caressant ses cheveux. « Comment te sens-tu maintenant ?»« Comme si je vivais enfin ma propre vie, » répondit Élise, « comme si j'étais enfin moi-même. » Le lendemain matin, ils se réveillèrent enlacés, le soleil déjà haut, illuminant la chambre. Philippe observa Élise dormir, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, la respiration tranquille, un sourire presque imperceptible sur les lèvres, et ressentit un bonheur qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Quentin. Elle se réveilla et le trouva en train de l'observer. Elle rougit instantanément. « Bonjour, Marie. »« Bonjour, femme, » répondit-il, l'embrassant doucement. Les derniers jours à Saint-Tropez furent comme une lune de miel au sein de la lune de miel. Maintenant que les barrières étaient complètement tombées, ils se permirent d'être totalement intimes, non seulement physiquement mais émotionnellement. Ils marchèrent main dans la main sur la plage, cuisinèrent ensemble. Philippe enseigna même à Élise à piloter le bateau qu'il gardait ancré près de la maison. « Tu es différent », observa Élise un après-midi alors qu'elle le regardait préparer un poisson qu'ils avaient pêché ensemble. « Différent comment ? Plus léger, comme si tu avais laissé quelque chose de lourd derrière toi. » Philippe arrêta ce qu'il faisait, la regardant. « C'est vrai. J'ai laissé la peur de faire confiance, d'aimer, d'être heureux. Tu m'as montré que je pouvais faire cela sans me perdre. Et tu m'as montré que je pouvais être aimé exactement comme je suis, sans avoir à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Mais toutes les lunes de miel arrivent à leur terme, et la leur ne ferait pas exception. Lors de leur dernière nuit à Saint-Tropez, ils s'assiraient sur la terrasse à observer les étoiles, sachant tous deux que le lendemain, ils retourneraient à Paris, à la vraie vie, aux pressions et responsabilités qui les attendaient. « Tu es nerveuse ?» demanda Philippe, remarquant comme elle jouait avec son alliance. « Un peu. Et toi ?»« Aussi. Mais cette fois, je n'affronte pas cela seul. Tu ne seras plus jamais seul, promit Élise. Le retour à Paris fut comme sortir d'un rêve doré, pour entrer dans une réalité en noir et blanc. L'hélicoptère se posa sur l'héliport de l'immeuble commercial de Mercier Holdings, et immédiatement Philippe fut entouré d'assistants avec des piles de documents urgents, des rapports qui nécessitèrent son attention, des décisions que lui seul pouvait prendre. Élise observa la transformation instantanée. L'homme détendu et amoureux de Saint-Tropez se transforma en PDG implacable en quelques minutes. Ce n'est pas que cela la surprenne, elle s'y attendait, mais ce fut un rappel clair qu'elle devrait maintenant trouver sa place dans ce nouveau monde. L'appartement duplex de Philippe dans le 16e arrondissement était aussi imposant qu'elle l'avait imaginé. 3 suites. Un salon avec double hauteur sous plafond, bibliothèque, bureau, cuisine gastronomique et une vue panoramique de Paris à couper le souffle. Mais c'était impersonnel, froid, décoré par un professionnel qui avait privilégié l'élégance au confort. « Tu peux changer ce que tu veux », dit Philippe en lui montrant les pièces. « En fait, j'aimerais que tu changes. Cette maison a besoin de vie. » « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Je veux que tu te sentes chez toi ici. Je veux que ce soit notre maison, pas seulement la mienne. » Mais s'adapter à la vie d'épouse d'un des hommes, d'affaires les plus puissants du pays, n'était pas aussi simple que de réorganiser des meubles. Les premiers jours, Philippe essayait encore de maintenir l'équilibre, rentrant plus tôt, annulant certains engagements pour dîner ensemble. Mais progressivement, la pression des affaires reprit le contrôle. Élise se réveillait seule la plupart des matins. Philippe était déjà parti pour des réunions qui commençaient à 7 heures. Elle passait la journée à organiser la maison, à lire, à essayer de trouver une routine, mais se sentait perdue dans ce monde de luxe silencieux. Les employés de maison étaient polis mais distantes, la traitant avec la déférence due à la patronne, mais sans la familiarité qu'elle avait connue toute sa vie. Ce fut Carmen, la gouvernante qui travaillait pour Philippe depuis 15 ans, qui brisa la glace. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris toujours attachés en un chignon impeccable, aux yeux bienveillants qui avaient vu Philippe évoluer de jeune cadre ambitieux à homme blessé et solitaire. « Puis-je... »« Vous parlez, madame ?» demanda-t-elle un matin, trouvant Élise dans la bibliothèque. « Bien sûr, Carmen. Et s'il vous plaît, appelez-moi Élise. »« Madame Élise, » ajusta Carmen. « Je travaille pour Monsieur Philippe depuis de nombreuses années. Je l'ai vu traverser des moments très difficiles. Et j'ai aussi vu comme il est revenu différent de cette lune de miel.
Élise leva les yeux du livre qu'elle lisait. Différent comment? Plus heureux, plus humain. Carmen sourit. Vous lui avez fait du bien, mais je vois que vous vous sentez perdu ici. L'observation précise de la gouvernante toucha Élise profondément. C'est si évident. Pour qui connaît la solitude, oui. Puis-je donner un conseil? Je vous en prie. N'essayez pas de vous adapter à son monde, Madame Élise. Faites-le s'adapter à votre monde aussi. Monsieur Philippe en a besoin, même s'il ne le sait pas encore. Les paroles de Carmen résonnèrent dans l'esprit d'Élise toute la semaine. Quand Philippe rentra vendredi soir, épuisé après 5 jours de réunions intensives, il la trouva qui l'attendait avec une proposition. « Je veux que tu me montres ton monde », dit-elle, sans préambule. « Mon monde? L'entreprise, les bureaux, les réunions. Je veux comprendre ce qui prend tant de ton temps, ce qui est si important que tu rentres à la maison comme si tu avais combattu dans une guerre. » Philippe hésita. « Élise, les affaires peuvent être brutales. Je ne veux pas que tu vois ce côté de moi. » Philippe, elle s'approcha, prenant ses mains entre les siennes. « Si nous construisons une vie ensemble, j'ai besoin de connaître toutes les parties de ta vie, les belles et les difficiles. » Le lundi suivant, Élise accompagna Philippe au bureau. L'édifice vitré de Mercier Holdings occupait 40 étages au centre des Champs-Élysées, et dès leur entrée dans le hall, Élise put sentir l'énergie, l'attention, le pouvoir qui circulait là. « Bonjour, monsieur Philippe », salua la réceptionniste visiblement curieuse de la présence d'Élise. « Bonjour, Lucie, voici mon épouse, Élise. » Le mot « épouse » causa un petit frisson dans l'environnement. Les employés se retournaient discrètement pour observer la jeune femme qui avait conquis le cœur du PDG, notoirement réservé. Le bureau de Philippe occupait tout l'étage supérieur, avec vue panoramique sur la ville. Élise observa fascinée comment il se transformait dans cet environnement, plus sérieux, plus direct, irradiant une autorité naturelle qui commandait un respect instantané. Marthe, Philippe s'adressa à son assistante exécutive, une femme élégante de 40 ans qui travaillait pour lui depuis une décennie. « J'aimerais que vous rencontriez mon épouse, Élise. »« C'est un plaisir de vous connaître, Madame Mercier, » dit Marthe, offrant un sourire sincère. « Monsieur Philippe, la réunion avec le conseil est prévue pour 10 heures. Les gens de la société minière arrivent à 14 heures et vous avez la visioconférence avec les investisseurs américains à 16 heures. » Élise observa la succession de réunions, essayant de comprendre la complexité du monde dans lequel Philippe opérait. Elle le vit négocier des contrats millionnaires, prendre des décisions qui affecteraient des centaines d'emplois, diriger des présentations pour des investisseurs internationaux. C'était impressionnant mais aussi épuisant. « Maintenant, je comprends pourquoi tu rentres si fatigué », commenta-t-elle durant le déjeuner au restaurant exécutif du bâtiment. « Et maintenant, tu comprends pourquoi j'ai besoin de toi pour me rappeler qu'il existe une vie au-delà de tout cela, » répondit Philippe, touchant sa main sur la table. Ce fut durant cette semaine, en accompagnant Philippe de plus près, qu'Élise commença à trouver sa place dans ce nouveau monde. Elle discuta avec Marthe des projets sociaux de l'entreprise, découvrit qu'il y avait un programme de bourse d'études qui pourrait être étendu, commença à esquisser des idées sur comment elle pourrait contribuer de manière significative. Mais ce fut un jeudi, un mois après leur retour de Saint-Tropez, que tout changea à nouveau. Élise se réveilla en se sentant nauséeuse, courut aux toilettes et vomit le petit déjeuner qu'elle avait à peine touché. Philippe, qui se préparait à sortir, s'inquiéta immédiatement. « Tu vas bien? Veux-tu que j'appelle un médecin? »« Non, ce doit être quelque chose que j'ai mangé hier. » Élise essaya de minimiser, mais durant la journée, les nausées continuèrent. Le jour suivant, la même chose. Et le jour d'après. Philippe insista pour qu'elle consulte un médecin, mais Élise était réticente. Qu'un soupçon grandissait dans son esprit, une possibilité qui l'effrayait et l'émouvait en même temps. Ce fut Carmen qui, un matin, observant Élise refuser le café et courir aux toilettes pour la 3e fois de la semaine, posa la question qui était dans l'air. « Madame Élise, ne pensez-vous pas que vous devriez faire un test ?»« Un test ?»« De grossesse. » Le mot tomba comme une bombe dans le silence de la cuisine. Élise resta paralysée un moment, assimilant la possibilité. Ils avaient été prudents, mais cette première nuit à Saint-Tropez emportée par la passion et l'émotion du moment. « Carmen, pourriez-vous... »
pourriez-vous acheter un test pour moi? Bien sûr, Madame Élise. Et ne vous inquiétez pas, cela reste entre nous jusqu'à ce que vous soyez sûre. 2 heures plus tard, Élise était seule dans la salle de bain de la suite principale, regardant le test de grossesse avec le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. 2 minutes. Il fallait juste attendre 2 minutes. Ce furent les 2 minutes les plus longues de sa vie. Quand elle regarda à nouveau, 2 lignes étaient clairement visibles. Positif. Enceinte. Élise s'assit au bord de la baignoire, regardant le test avec un mélange de choc, de joie et de peur. Enceinte, elle allait être mère. Philippe allait être père. Ils allaient avoir un enfant. Un enfant qui n'était dans les plans d'aucun d'eux. Un enfant qui changerait tout entre eux, qui apporterait des responsabilités et des défis qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à affronter, mais aussi un enfant qui serait le fruit de cet amour inattendu qui avait fleuri entre eux. Comment l'annoncer à Philippe? Quand le lui dire? Comment réagirait-il? Élise passa le reste de la journée dans un état d'anxiété mêlé d'euphorie. Elle ne put ni manger ni se concentrer sur quoi que ce soit. Quand Philippe rentra à la maison à 20 heures, il la trouva assise dans le salon, visiblement agitée. « Que se passe-t-il? Tu n'as pas l'air bien depuis hier. Philippe, je dois te dire quelque chose. » Le ton sérieux l'alerta immédiatement. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, prenant ses mains dans les siennes. « Quoi donc ?» Élise respira profondément, rassemblant son courage. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe resta complètement immobile, assimilant l'information. Ses yeux s'élargirent, sa respiration devint irrégulière. « Enceinte ?» répéta-t-il, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Oui, j'ai fait le test aujourd'hui. En fait, j'ai fait 3 tests, tous positifs. » Philippe se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Élise observa son dos tendu, le silence qui s'étendait, et sentit son cœur se serrer. Regrettait-il? La grossesse était-elle un problème? Pour lui? Philippe? Appela-t-elle hésitante. Quand il se retourna, Élise vit des larmes dans ses yeux, des larmes d'émotion pure. « Un enfant » murmura-t-il comme s'il savourait les mots. « Nous allons avoir un enfant. Tu es heureux. » En réponse, Philippe traversa la pièce en 3 enjambées, prit Élise dans ses bras et la fit tournoyer, l'embrassant profondément. Quand il la reposa au sol, tous deux pleuraient. « Heureux? Élise, je n'ai pas de mots. Je n'ai jamais pensé, après tout ce que j'ai vécu, je n'ai jamais pensé que j'aurais une vraie famille. Et maintenant nous allons en avoir une, murmura-t-elle, touchant son ventre encore plat. Et maintenant nous allons en avoir une, confirma-t-il, appuyant son front contre le sien. Cette nuit-là, ils restèrent éveillés tard à faire des projets, à discuter de prénoms, à imaginer à quoi ressemblerait le bébé. Philippe était transformé, plus animé et optimiste qu'Élise ne l'avait jamais vu. Il parlait déjà de transformer l'une des chambres en nurserie, de chercher les meilleurs médecins, de comment il équilibrerait le travail pour être présent pendant la grossesse. « Je dois le dire à mon père », dit-il soudainement, comme s'il venait de s'en souvenir. « Et je dois le dire à mes parents », acquiesça Élise. « Comment penses-tu qu'ils vont réagir? Ma mère sera radieuse. Mon père ?» Élise sourit. « Je pense qu'il va s'évanouir. » « Et mon père s'inquiétera de la lignée successorale de l'entreprise, » Philippe rit. « Mais secrètement, il sera ému. Il a toujours voulu des petits-enfants. » La nouvelle de la grossesse se répandit dans les familles comme une traînée de poudre. Hélène Cartier pleura d'émotion au téléphone. Robert fut si ému qu'il ne put parler pendant les 5 premières minutes. Albert Mercier, comme Philippe l'avait prédit, tenta de garder sa contenance, mais finit par embrasser son fils avec une émotion qu'il n'avait pas montrée depuis des années. « Un petit-fils », murmura-t-il. Enfin un petit-fils pour assurer la continuité du nom de la famille. Mais ce fut la réaction de Carmen qui toucha le plus Élise. La gouvernante, en apprenant la nouvelle, l'embrassa avec des larmes aux yeux. « Que Dieu bénisse cet enfant, dit-elle, et qu'il apporte tout le bonheur que vous méritez. » Les premiers mois de la grossesse passèrent dans un mélange d'euphorie et de découverte. Philippe se transforma en futur père, le plus dévoué qu'on puisse imaginer. Il accompagnait Élise à toutes les consultations médicales, lisait tous les livres possibles sur la grossesse, rentrait à la maison chargé de vitamines, de fruits spéciaux et de tout ce que les médecins recommandaient. « Tu exagères. » Riait Élise,
l'observant organiser un arsenal de compléments vitaminiques dans la cuisine. « Je suis prudent, répondit-il sérieux. Tu portes notre enfant. Rien n'est exagéré. » Quand il s'agit de vous deux, la grossesse apporta aussi des changements dans la routine de Philippe. Il commença à déléguer davantage de responsabilités, à quitter le bureau plus tôt, à refuser les longs voyages. Marthe observait fascinée la transformation du patron bourreau de travail en futur père gâteau. 30 ans à travailler avec des cadres, commenta-t-elle avec Carmen un après-midi. Et je n'ai jamais vu un changement aussi radical chez quelqu'un. C'est le pouvoir de l'amour, répondit Carmen en souriant. Quand un homme trouve quelque chose pour lequel il vaut la peine de vivre au-delà du travail, il se transforme. Au 4e mois de grossesse, lors d'une échographie de routine, le médecin sourit et fit l'annonce qui émut le couple. « Félicitations, c'est un garçon. » Philippe serra la main d'Élise si fort qu'elle faillit se plaindre. Mais quand elle le regarda et vit les larmes d'émotion, elle sourit simplement. Un garçon, un fils, le futur héritier des Mercier, mais plus important, le fruit de l'amour qui avait fleuri entre eux de façon si inattendue. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Philippe sur le chemin du retour. « J'ai une idée, dit Élise, mais je veux être sûr que tu aimes. » « Laquelle ?»« Gabriel. Cela signifie messager de Dieu, parce que c'est ainsi que je me suis sentie quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Comme si Dieu nous envoyait un message que nous avions choisi le bon chemin. » Philippe arrêta la voiture sur le bas-côté, se tourna vers elle et l'embrassa avec une passion qui la surprit. « Gabriel Mercier, dit-il quand ils se séparèrent. « Parfait. Mais comme tous les couples l'apprennent tôt ou tard, le bonheur perdure rarement sans être mis à l'épreuve. Et pour Philippe et Élise, l'épreuve était plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Car quelque part à Paris, dans un appartement luxueux de Neuilly, une femme blonde aux yeux froids ouvrait un magazine mondain et voyait une photo du couple à l'inauguration d'une galerie d'art. Monique Vasseur, ex-madame Mercier, observa la photo avec une expression qui mêlait jalousie et colère. Elle avait passé 2 ans à essayer de reconstruire sa vie après le divorce, mais les dettes accumulées par le jeu et de mauvais investissements l'avaient menée au bord de la faillite. Et maintenant, elle voyait son ex-mari rayonnant, visiblement amoureux d'une jeune femme qui pourrait être sa fille. Alors le grand Philippe Mercier a finalement trouvé l'amour, murmura-t-elle pour elle-même, étudiant la photo d'Élise. Voyons combien de temps cela va durer. Et ainsi, tandis que Philippe et Élise vivaient les mois les plus heureux de leur vie, se préparant à l'arrivée de Gabriel et construisant une famille fondée sur un amour véritable, les ombres du passé commençaient à se mouvoir. Car certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement, et certaines personnes n'apprennent jamais à accepter que le bonheur des autres ne diminue pas le leur. Mais pour l'instant, ils ne savaient rien de tout cela. Pour l'instant, il n'y avait que l'amour, l'attente du bébé, et la certitude qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux l'un dans l'autre. Pour l'instant, l'avenir semblait doré comme une aube à Saint-Tropez. Les mois qui suivirent à l'annonce de la grossesse furent comme vivre dans une bulle dorée. Philippe avait complètement transformé sa routine, allant jusqu'à installer une ligne directe à la maison pour qu'Élise puisse le contacter à tout moment. Le bureau qui l'accaparait autrefois 16 heures par jour partageait maintenant son temps avec les consultations médicales, les cours de préparation à l'accouchement et des après-midi entiers consacrés à l'aménagement de la nurserie qu'il avait insisté pour décorer personnellement. « Tu es sûr de vouloir cette couleur ?» demanda Élise, observant Philippe peindre méticuleusement l'un des murs de la future chambre du bébé dans une teinte douce de bleu grisé. « J'en suis sûr. J'ai lu que les couleurs trop vives peuvent surstimpler le bébé. Cette nuance est apaisante. » Philippe s'arrêta de peindre, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « De plus, elle s'harmonise avec les meubles que j'ai commandés. »« Quels meubles ?» Élise fronça les sourcils. « Je pensais que nous allions les choisir ensemble. »« Ah, à ce sujet. » Philippe rougit légèrement. « J'ai peut-être un peu exagéré, en fait, plus qu'un peu. » 1 heure plus tard, Élise observait bouche bée la livraison de meubles la plus extravagante qu'elle ait jamais vue. Berceau importé d'Italie, commode française avec détails en or, fauteuil d'allaitement qui coûtait plus cher qu'une voiture. Populaire, étagère remplie de livres pour enfants en 3 langues, et suffisamment de jouets pour approvisionner une crèche entière. « Philippe Mercier, dit-elle,
Essayant de paraître sévère, mais échouant à cause du sourire qui s'obstinait à apparaître, tu es devenu complètement fou. Accuser les hormones de la paternité, répondit-il, l'enlaçant par derrière et posant ses mains sur le ventre qui commençait à s'arrondir. En plus, notre fils mérite ce qu'il y a de mieux. Notre fils mérite de l'amour, de l'attention et de la présence. Le reste n'est qu'accessoire. Alors il aura tout. L'amour, l'attention, la présence et le berceau le plus confortable de Paris. Il était impossible de lui en vouloir quand il montrait tant d'enthousiasme. Philippe était devenu une version amplifiée de lui-même, plus affectueux, plus protecteur, plus présent. Il rentrait tous les jours avec une nouvelle découverte sur les bébés, de l'importance de la musique classique pendant la grossesse à la température idéale du bain du nouveau-né. Marthe, son assistante exécutive, commentait avec amusement la transformation de son patron. Hier, il a annulé une réunion avec des investisseurs japonais parce qu'Élise avait un rendez-vous médical. Et la semaine dernière, il est arrivé en retard à la présentation trimestrielle parce qu'il s'est arrêté pour acheter de la glace à la fraise pour elle. « Et les affaires ?» demanda l'une des secrétaires. « Étrangement, elles vont mieux que jamais. Il semble qu'avoir des priorités au-delà du travail l'a rendu plus efficace. Il délègue davantage, fait plus confiance à l'équipe, et quand il est au bureau, il est complètement concentré. » L'observation de Marthe était juste. Philippe avait découvert qu'être heureux à la maison le rendait plus productif au travail. Les réunions qui s'étiraient autrefois pendant des heures avaient maintenant des objectifs clairs et des délais définis. Il voulait être à la maison pour le dîner, voulait suivre les changements dans le corps d'Élise, voulait parler à Gabriel à travers le ventre de sa mère. « Il me reconnaît déjà », disait Philippe, appuyant son oreille contre le ventre d'Élise. « Chaque fois que je commence à parler, il bouge. » « Ou il essaye d'échapper à ta voix, le taquinait Élise, passant ses doigts dans ses cheveux. « Impossible. J'ai une voix très séduisante, tu l'as dit toi-même. »« J'ai dit que tu avais une belle voix, c'est toi qui as interprété cela. » Comme séduisante. Ces moments d'intimité domestique étaient la nouvelle réalité du couple. Dîner sans hâte, soirée sur le canapé à regarder des films, matinées dominicales prolongées au lit à discuter de l'avenir. Élise avait transformé l'appartement froid de célibataire en un foyer chaleureux, avec des plantes, des photos du couple, des bougies parfumées et une énergie complètement différente. Mais ce fut au 6e mois de grossesse que la première, véritable frayeur se produisit. Élise rangeait les vêtements de bébé que sa mère avait achetés quand elle ressentit une douleur aiguë dans le bas-ventre. En se levant de la chaise, elle remarqua une tache de sang sur sa culotte. « Carmen, Foretsindira » cria-t-elle, la panique évidente dans sa voix. La gouvernante apparut immédiatement et, en voyant l'état d'Élise, n'hésita pas. « Nous allons à l'hôpital maintenant. J'appelle Monsieur Philippe en chemin. » Le trajet jusqu'à l'hôpital américain de Paris n'avait jamais semblé si long. Élise était allongée sur la banquette arrière de la voiture, essayant de garder son calme, tandis que Carmen conduisait avec l'habileté de quelqu'un qui connaissait chaque rue de Paris et parlait au téléphone avec Philippe en même temps. « Monsieur ? » ?»« Philippe, Madame Élise saigne. Nous allons à l'hôpital. » »« Oui, elle est consciente. Non, ce n'est pas beaucoup de sang, mais le médecin a dit de l'amener immédiatement si cela arrivait. »« Oui, monsieur. Nous nous retrouvons là-bas. » Philippe arriva à l'hôpital avant même elle, ayant annulé une réunion importante et conduit comme un fou à travers les rues congestionnées de la ville. Quand il vit Élise portée sur un brancard, son visage pâlit complètement. Comment va-t-elle? Le bébé va bien? Où est le médecin? Les questions se bousculaient, tandis qu'il tenait la main d'Élise. « Calme-toi, mon amour, chuchota Élise, essayant de le rassurer malgré sa propre peur. Tout ira bien. » Docteur Charles Fournier, l'obstétricien qui suivait la grossesse, examina Élise avec le calme professionnel de quelqu'un qui traitait ce genre de situation depuis des décennies. L'échographie montra que Gabriel allait bien, son cœur battait fort, mais il y avait des signes que le placenta était légèrement décollé. « C'est une situation délicate, mais pas critique, » expliqua le médecin au couple. « Le bébé va bien, mais Élise aura besoin d'un repos absolu pour les prochains mois. Et quand je dis absolu, c'est absolu. Pas de promenade, pas d'effort physique, encore moins de stress. »« Mais docteur, protesta Élise, j'ai des engagements, des choses que je dois faire. »
Élise, l'interrompit fermement Philippe, il n'y a rien de plus important que toi et notre fils. Absolument rien. Les 3 mois de repos qui suivirent révélèrent un aspect de Philippe qu'Élise ne connaissait pas complètement. Il restructura littéralement sa vie pour s'occuper d'elle. Il installa un bureau temporaire à la maison pour pouvoir travailler tout en la surveillant, engagea une infirmière particulière pour les périodes où il devait sortir et assuma lui-même des soins qui laissaient Élise à la fois émue et embarrassée. « Philippe, tu n'as pas besoin de me donner le bain, » protesta-t-elle un matin. « Je peux me baigner seule si je suis prudente. » Le médecin a dit repos absolu, je ne vais prendre aucun risque. Il ajusta la température de l'eau avec la précision d'un infirmier professionnel. En plus, j'aime prendre soin de toi. Mais c'est trop intime, gênant. Philippe arrêta ce qu'il faisait, s'agenouillant à côté de la baignoire où elle était. « Élise, tu portes notre fils. Ton corps fait quelque chose de miraculeux, quelque chose qui me remplit d'admiration totale. Il n'y a rien de gênant à prendre soin de la femme que j'aime et du bébé qui grandit en elle. » Ces paroles avaient toujours le pouvoir de désarmer complètement ses défenses. « Comment sais-tu toujours exactement quoi dire ?» Parce que c'est la vérité, chaque mot. Durant ces mois, Philippe découvrit une patience qu'il ne savait pas posséder. Il lisait pour Élise pendant des heures, massait ses pieds enflés, se réveillait au milieu de la nuit quand elle n'arrivait pas à trouver une position confortable pour dormir. Il apprit à cuisiner des plats qu'elle pouvait garder dans l'estomac quand les nausées revinrent, et transforma la chambre en un centre de divertissement avec des livres, des films, de la musique, et tout ce qui pouvait l'occuper sans quitter le lit. « Tu me gâtes trop », se plaignait Élise, mais sans conviction. « Impossible. Tu mérites d'être choyée tous les jours de ta vie. » Ce fut pendant un de ces après-midi paresseux, avec Élise lisant dans la chambre et Philippe travaillant sur son ordinateur portable à côté du lit, qu'elle ressentit la première contraction forte. Ce n'était pas une douleur, c'était une sensation différente, comme si Gabriel testait les limites de son espace. « Je pense qu'il devient impatient », commenta-t-elle, posant sa main sur son ventre. « Comment ça ?» Philippe ferma immédiatement. Son ordinateur. Il bouge beaucoup plus, comme s'il voulait sortir. Il reste encore 3 semaines avant la date prévue. Les bébés ne suivent pas les calendriers d'entreprise, mon amour, rit Élise. Ils naissent quand ils le veulent. Comme pour répondre à la conversation, Gabriel donna un coup particulièrement fort, faisant grimacer Élise. Définitivement impatient, comme son père. « Hé, je suis un homme très patient », protesta Philippe. « Toi qui as installé 3 lignes téléphoniques différentes juste pour être sûr que je pourrais t'appeler si j'en avais besoin. C'est être prévoyant, pas impatient. » 3. Jours plus tard, à 4 heures du matin un mardi, Élise se réveilla avec une douleur différente de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Ce n'était pas aigu comme le saignement des mois précédents, c'était une pression constante, rythmée, qui venait et partait comme des vagues. « Philippe », chuchota-t-elle, le secouant doucement, « je crois que c'est le moment. » Il se réveilla, instantanément, comme s'il attendait ce moment même en dormant. « Tu es sûr ? Les contractions sont régulières depuis 1 heure, et je viens de perdre les os. » L'agitation qui suivit fut un mélange d'efficacité et de panique contrôlée. Philippe avait un plan détaillé pour ce moment. La valise était prête depuis des semaines. L'hôpital avait été prévenu, le trajet le plus rapide était mémorisé. Mais même ainsi, ses mains tremblaient en aidant Élise à s'habiller. « Tout va bien », le rassurait-elle tandis qu'il la portait jusqu'à la voiture. « Les femmes font cela depuis des milliers d'années. » D'autres femmes. Pas ma femme portant mon fils. Le travail dura 8 heures. 8 heures durant lesquelles Philippe tint la main d'Élise, essuya son front, murmura des paroles d'encouragement et prouva qu'un PDG dirigeant un empire commercial pouvait être réduit à un homme complètement vulnérable quand il s'agissait des personnes qu'il aimait. « Tu es incroyable, disait-il durant les contractions les plus fortes. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. »« Je ne me sens pas forte, » haletait Élise entre une contraction et une autre. « Tu amènes notre fils au monde. Si ce n'est pas de la force, je ne sais pas ce que c'est. » Quand Gabriel naquit enfin, à 12h47 d'un après-midi ensoleillé d'octobre, le silence qui suivit le premier cri du bébé fut rempli de sanglots d'émotion des parents. Philippe pleura comme il ne l'avait pas fait depuis l'enfance, observant ce petit être minuscule qui était une partie de lui et une partie d'Élise.
Il est parfait, murmura-t-il, touchant la petite main de son fils avec révérence. 3 kg 400 grammes de perfection, confirma le docteur Fournier, plaçant Gabriel dans les bras d'Élise. Félicitations à vous deux. Voir Élise tenir Gabriel pour la première fois fut une image que Philippe savait qu'il garderait pour le reste de sa vie. Elle était épuisée, les cheveux collés au front par la sueur, mais elle rayonnait d'un bonheur qui la rendait plus belle que jamais. « Salut, Gabriel » murmura-t-elle au bébé. « Je suis ta maman, et cet homme en larmes à côté est ton papa. »« Je ne pleure pas » protesta Philippe, essuyant ses larmes sans vergogne. « Bien sûr que non » sourit Élise. « Ce sont juste des larmes de joie paternelle. » Exactement. Les 6 premiers mois avec Gabriel furent une révolution complète dans la vie du couple. Philippe, qui autrefois contrôlait des empires financiers, fondait maintenant quand son fils agrippait son doigt avec ses minuscules mains. Il rentrait à la maison chaque jour, impatient de prendre Gabriel dans ses bras, de changer sa couche, de lui donner le bain, n'importe quoi qui le rapprochait de son fils. « Tu vas trop le gâter », avertissait Élise, observant Philippe chanter, une berceuse qu'il avait spécialement inventée pour Gabriel. « Impossible de trop gâter quelqu'un qu'on aime, au point d'en avoir mal », répondit Philippe, balançant doucement le berceau. La maison, autrefois silencieuse et impeccable, était maintenant remplie de bruit de bébés, de jouets éparpillés et d'une énergie complètement nouvelle. Philippe avait engagé une nounou, mais il laissait rarement celle-ci prendre complètement le relais. Il voulait participer à chaque moment, chaque découverte, chaque petit jalon du développement de Gabriel. « Il m'a souri », annonça-t-il. Un matin rayonnant de bonheur. « Philippe, il a 2 mois, c'était probablement des gaz », rit Élise. « Ce n'était pas des gaz, c'était un sourire authentique. Il me reconnaît. »« Bien sûr qu'il te reconnaît, tu es le seul homme qu'il voit. » Quotidiennement lui parler en 3 langues différentes. L'exposition précoce aux langues est fondamentale pour le développement cognitif, se défendit Philippe avec sérieux. Élise secoua la tête, amusée. Philippe avait lu tous les livres possibles sur le développement infantile et prenait chaque théorie très au sérieux. Gabriel avait à peine 3 mois et avait déjà des séances de stimulation sensorielle, de la musique classique jouant dans sa chambre, et un père qui documentait chaque mouvement dans d'interminables vidéos. Mais ce fut précisément ce dévouement qui rendit l'arrivée de la menace encore plus dévastatrice. Gabriel avait 6 mois lorsque la première lettre de l'avocat arriva. Philippe était au bureau quand Marthe entra dans la pièce avec une expression inquiète. « Monsieur Philippe, il est arrivé une correspondance que vous devez voir immédiatement. » La lettre venait de Vasseur, Simon & Associés, cabinet d'avocats, connu pour traiter des cas controversés impliquant des familles fortunées. Le contenu était direct et brutal. Monique Vasseur-Mercier contestait l'accord de divorce, alléguant coercition et fraude, et exigeait la réouverture de toute la procédure. « C'est impossible », murmura Philippe, lisant et relisant la lettre. Le divorce a été finalisé il y a plus de 3 ans. Elle a signé tous les documents volontairement. « Monsieur Philippe » hésita Marthe, « il serait peut-être préférable que vous consultiez immédiatement nos avocats. » À la maison, Philippe trouva Élise, donnant le bain à Gabriel, tous deux riant de quelques plaisanteries privées entre mère et fils. La scène domestique contrastait brutalement avec le chaos que la lettre menaçait d'apporter dans leur vie. « Comment se sont portés mes hommes aujourd'hui » demanda-t-il, essayant de maintenir un ton décontracté. « Gabriel a essayé de manger son canard en caoutchouc pendant le bain, » rit Élise, « et j'ai réussi à lire une demi-page d'un livre avant qu'il ne se réveille de sa sieste de l'après-midi. » « Élise » Philippe s'assit sur le bord de la baignoire. « Je dois te dire quelque chose de compliqué. » Le ton sérieux l'alerta immédiatement. « Que s'est-il passé ?» Philippe raconta la lettre, les allégations de Monique, la possibilité d'un procès long et compliqué. Il vit le bonheur s'évanouir lentement du visage d'Élise, tandis qu'elle assimilait les informations. « Mais cela n'a pas de sens, dit-elle finalement. Pourquoi ferait-elle cela maintenant, après tant de temps ? Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. » Dans les jours qui suivirent, plus de détails émergèrent à travers les avocats de la famille. Monique était submergée de dettes, paris, mauvais investissement, un style de vie qu'elle avait maintenu même après avoir perdu la pension alimentaire. Sa stratégie était claire, forcer une renégociation de l'accord par des allégations d'irrégularité
dans la procédure initiale. C'est du chantage, dit M. Albert Simon, avocat de la famille Mercier depuis des décennies. Elle sait qu'elle n'a aucun fondement légal, mais elle parie que vous préférerez payer pour éviter le scandale. Et si elle n'accepte pas un arrangement, demanda Élise, alors nous devrons nous battre en justice. Ce pourrait être un processus long et désagréable. Désagréable comment? Demanda Philippe. Simon hésita. Elle pourrait essayer d'attaquer la légitimité de votre mariage, remettre en question la motivation économique, voire même quoi? Contester la paternité de l'enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise pâlit, serrant instinctivement Gabriel contre sa poitrine. Philippe eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « C'est possible ?» murmura Élise. « Légalement, n'importe qui peut contester une paternité. Mais ce serait une allégation complètement infondée, basée uniquement sur la malveillance. » C'est exactement ce qui se produisit 2 semaines plus tard. La seconde lettre fut encore plus choquante que la première. Monique ne contestait pas seulement le divorce. Elle alléguait maintenant que Gabriel n'était pas le fils biologique de Philippe, présentant un test ADN qui prétendait prouver sa théorie. « C'est de la folie !» explosa Philippe, froissant la lettre. « Gabriel est mon fils. N'importe qui avec des yeux peut voir la ressemblance. »« Philippe, calme-toi » demanda Élise, mais sa propre voix tremblait. Comment aurait-elle pu obtenir un test ADN de Gabriel? La réponse vint des enquêteurs engagés par les avocats. Monique avait soudoyé un employé du laboratoire où Gabriel avait fait des examens de routine des mois auparavant, obtenant un échantillon de sang. L'examen présenté comparait l'ADN de Gabriel avec un échantillon qui était prétendument celui de Philippe, mais les enquêteurs découvrirent que le laboratoire utilisé par Monique avait un historique d'irrégularité. « C'est une falsification », confirma M. Simon. « Mais nous devrons le prouver en justice. » Le scandale explosa dans la presse un jeudi. Des gros titres sensationnalistes spéculaient sur la guerre judiciaire entre les Mercier, remettaient en question la paternité de Gabriel et transformaient la vie privée de la famille en divertissement public. Élise pouvait à peine sortir de chez elle sans être abordée par des journalistes. Philippe arrivait au bureau tous les jours pour trouver des photographes à l'entrée du bâtiment. Pire encore, les actions de Mercier Holdings commencèrent à être affectées par l'incertitude, avec des investisseurs nerveux quant à la stabilité de la direction de l'entreprise. « Peut-être devrions-nous payer », suggéra Élise un soir, après une nouvelle journée de harcèlement médiatique, lui donner ce qu'elle veut et en finir. « Jamais », Philippe fut catégorique. « Ce n'est pas une question d'argent, Élise, c'est notre famille, notre honneur, notre fils. Si nous cédons maintenant, elle reviendra toujours pour en demander plus. » Mais Philippe regarde ce que cela nous fait. À Gabriel. Il ressent la tension, pleure davantage, ne dort pas bien. Il ressent notre tension parce que nous la laissons nous affecter. Philippe s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Élise, j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu crois que nous surmonterons cela. »« Je te fais confiance, » murmura-t-elle, « mais j'ai tellement peur. » « De quoi ?»« Que cela détruise tout ce que nous avons construit. Que Gabriel grandisse marqué par ce doute. Que tu... » Elle hésita. « Que tu commences à avoir des doutes. » Philippe fut choqué. Des doutes sur quoi? Sur Gabriel, sur moi, sur le fait que cela vaille la peine de se battre pour nous. « Élise », Philippe l'attira dans ses bras. « Regarde-moi. Gabriel est mon fils. Je le sais ici. » Il toucha son cœur, où aucun test ADN ne peut atteindre. Et toi, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il n'y a aucune force au monde qui me ferait renoncer à vous. Mais les semaines qui suivirent mirent cette détermination à l'épreuve d'une façon qu'aucun d'eux n'attendait. La pression des médias était constante. Les avocats exigeaient des réunions quotidiennes. Et Philippe se retrouva partagé entre protéger sa famille et maintenir les affaires en marche. Élise, de son côté, commença à tout remettre en question. Et si Monique avait raison sur quelque chose? Et s'il y avait des irrégularités dans le divorce qu'elle ignorait? Et si Philippe cachait quelque chose sur son passé? « Tu ne m'as jamais raconté les détails du divorce, » dit-elle. Un soir, tandis que Philippe essayait de faire dormir Gabriel. « Parce que c'est du passé, Élise. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, si Monique prétend avoir été forcée de signer,
Comment est-ce possible? Philippe soupira, passant Gabriel à sa mère et s'éloignant vers la fenêtre. Il y avait des preuves de sa trahison, des photos, des témoins, des registres d'hôtel. Quand mes avocats ont présenté tout cela, elle a compris qu'elle ne pouvait pas nier ou se battre. Elle a signé l'accord parce qu'elle savait qu'elle perdrait tout si l'affaire allait au tribunal. Et les preuves existent encore? Oui, elles sont toutes archivées. Alors pourquoi es-tu si inquiet? Si nous avons des preuves? Parce qu'Élise... Philippe se retourna pour la regarder. Dans un procès, la vérité n'est pas toujours suffisante. Monique a un avocat expérimenté, des ressources pour faire traîner cela pendant des années et rien à perdre. Elle peut inventer des versions, présenter de faux témoins, créer des doutes là où il ne devrait y en avoir aucun. Et concernant l'ADN, nous allons refaire le test, avec des laboratoires indépendants, des témoins, tout le processus documenté. Mais jusque-là, nous vivons sous ce nuage. Exactement. Ce fut Élise qui prit la décision qui changerait tout. Le lendemain matin, alors que Philippe était au bureau essayant de minimiser les dégâts sur les actions de l'entreprise, elle appela Simon. Maître Simon, c'est Élise. J'ai besoin que vous programmiez le nouveau test ADN pour aujourd'hui. Même. Madame Mercier, nous organisons encore les protocoles. Choisissons les laboratoires. Aujourd'hui, répéta-t-elle fermement. Je veux que cela soit résolu aujourd'hui. Je ne peux plus vivre avec Gabriel étant remis en question, avec mon mari humilié, avec notre famille déchirée par des mensonges. Mais, madame, Gabriel est le fils de Philippe. Je le sais, Philippe le sait, et Dieu le sait. Il est temps que le monde entier le sache aussi. Quand Philippe rentra à la maison ce soir-là, il trouva Élise qui l'attendait avec Gabriel dans les bras et un dossier de documents sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les résultats du nouveau test ADN, dit-elle, lui tendant les papiers. 49,97% de probabilité de paternité. Gabriel est ton fils, Philippe. Officiellement, légalement, indiscutablement. » Philippe prit les documents d'une main tremblante, lisant et relisant les chiffres qui confirmaient ce que son cœur avait toujours su. « Comment as-tu... » J'en avais assez d'attendre. Assez de permettre à Monique de nous torturer avec des mensonges. Alors j'ai cherché la vérité. Élise, j'ai aussi engagé un détective privé, continua-t-elle. Nous avons découvert que le laboratoire qui a fait le faux test pour Monique est en cours d'enquête pour fraude. Le technicien qu'elle a soudoyé a déjà avoué. Et plus encore, nous avons trouvé des preuves qu'elle a tenté de corrompre des témoins pour soutenir sa version sur le divorce. Philippe resta sans voix, observant la femme qu'il avait épousée pour un accord commercial et qui maintenant se battait férocement pour la famille qu'ils avaient construite ensemble. « Pourquoi as-tu fait cela toute seule ?»« Parce que c'était aussi mon combat. Gabriel est mon fils, tu es mon mari, ceci est ma famille. Je n'allais pas rester assise à attendre que d'autres décident de notre destin. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Gabriel dormit paisiblement, et ses parents, enfin libérés de l'ombre des fausses accusations, commencèrent à planifier comment reconstruire la paix qu'ils avaient failli perdre. Monique avait perdu non seulement sa bataille juridique, mais sa dernière chance de nuire à la famille qui avait émergé plus forte que jamais de la tempête qu'elle avait tenté de créer. Mais les cicatrices de ces mois difficiles laisseraient des marques qui prendraient du temps pour guérir complètement. Et Élise, qui avait prouvé être bien plus forte que quiconque ne l'avait imaginé, commençait seulement à découvrir la force qu'elle portait en elle. La chute de Monique fut aussi rapide que dévastatrice. Une semaine après que les preuves collectées par Élise eurent été présentées au tribunal, l'ex-madame Mercier se retrouva face non seulement à la défaite dans le procès civil, mais aussi à des accusations criminelles pour falsification de documents, corruption et tentative d'extorsion. 5 ans de prison, annonça M. Simon, un après-midi ensoleillé de décembre, entrant dans le bureau de Philippe avec un sourire qui ne dissimulait pas son soulagement. Monique Vasseur a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement pour fraude procédurale, falsification de documents et tentative de chantage. De plus, elle devra payer une indemnité de 2 millions d'euros pour les dommages moraux causés à la famille. Philippe, qui signait quelques documents, s'arrêta complètement. 5 ans. Le juge a été sévère. Il a dit que falsifier des tests ADN impliquant un enfant est l'une des offenses les plus graves contre la famille qu'il ait jamais vue.
Simon s'assit, organisant les papiers. Elle a tenté un ultime recours en alléguant des problèmes psychologiques, mais le rapport psychiatrique l'a déclarée pleinement capable de discerner entre le bien et le mal. Et le laboratoire? Fermé par les autorités sanitaires, le technicien qui a accepté le pot de vin a perdu sa licence, un professionnel. Tout le système a été démantelé. Philippe resta silencieux un long moment, assimilant la fin définitive d'un cauchemar qui avait duré des mois. Je ne ressens aucun plaisir à son incarcération, maître Simon, juste du soulagement. C'est naturel. Monique a fait des choix qui l'ont mené à ce destin. Vous avez simplement protégé votre famille. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Philippe trouva Élise dans la cuisine préparant le dîner, tandis que Gabriel, maintenant âgé de 10 mois, jouait sur le sol avec des blocs colorés. Cette scène domestique, qui était menacée de destruction quelques mois auparavant, émanait maintenant une paix qu'il avait appris à valoriser comme le bien le plus précieux de sa vie. « Comment s'est passé le jugement ?» demanda Élise sans lever les yeux de la casserole, mais il remarqua la tension dans ses épaules. « C'est fini. Monique a été condamnée. » Élise arrêta complètement ce qu'elle faisait, se tournant pour le regarder. « Pour toujours ?»« Pour toujours. » Le soulagement qui se répandit sur son visage fut comme voir le soleil se lever après la plus longue tempête de l'année. Elle s'approcha, l'étreignant avec une force qui parlait de mois de peur refoulée, de nuits d'insomnie, d'une lutte qui avait failli les détruire mais qui, finalement, les avait rendus plus unis qu'ils n'auraient jamais cru possible. « C'est fini », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Vraiment fini. C'est fini », confirma Philippe, la serrant dans ses bras. « Maintenant, nous pouvons reconstruire notre vie en paix. » Gabriel, comme s'il comprenait que quelque chose d'important s'était produit, lâcha ses jouets et rampa jusqu'à ses parents, tirant sur le pantalon de Philippe pour attirer son attention. Quand Philippe le prit dans ses bras, le bébé sourit de cette façon qui faisait fondre toute défense, balbutiant des sons qui ressemblaient presque à « papa ». Il « essaie de parler », observa Élise, essuyant discrètement ses yeux. « Bien sûr qu'il essaie. Mon fils est un génie », répondit Philippe avec cette conviction inébranlable de père gâteau qui le caractérisait depuis la naissance de Gabriel. « Philippe Mercier, tu penses que ton fils de 10 mois est un génie parce qu'il balbutie ?» Entre autres preuves irréfutables, oui. Élise rit, et ce fut le premier rire sincère et insouciant que Philippe entendit d'elle depuis des mois. Le son était comme de la musique, lui rappelant pourquoi il était tombé amoureux de cette femme qui était entrée dans sa vie comme un accord commercial et était devenue la raison de son existence. Les mois qui suivirent furent une reconstruction graduelle. La presse, affamée de nouveaux scandales, perdit progressivement intérêt pour l'histoire des Mercier. Les actions de l'entreprise se redressèrent complètement, et Philippe découvrit qu'avoir traversé une crise aussi publique l'avait, paradoxalement, rendu plus respecté dans le milieu des affaires. D'autres cadres venaient à le consulter pour des conseils sur la protection de leur famille face aux pressions professionnelles. « C'est ironique », commenta-t-il un soir, observant Élise donner le bain à Gabriel. « J'ai failli tout perdre à cause des mensonges de Monique, mais j'ai fini par gagner plus de crédibilité professionnelle. »« Peut-être parce que les gens ont vu comment tu te bats pour ta famille », répondit Élise, éclaboussant Gabriel de mousse tandis qu'il riait et essayait d'attraper les bulles. « Dans un monde où tant d'hommes puissants sacrifient leur famille pour les affaires, tu as prouvé qu'il est possible d'avoir les deux sans renoncer à aucun. C'est toi qui m'as appris cela. Moi, avant toi, je pensais que la famille était un luxe que je ne pouvais pas me permettre, que l'amour était une faiblesse que des concurrents pourraient exploiter. Tu m'as montré que la famille est une force, pas une faiblesse, qu'avoir quelqu'un pour qui se battre me rend plus fort, pas plus vulnérable. » Élise arrêta de jouer avec Gabriel, regardant Philippe avec cette expression qui le laissait toujours sans voix. « Et tu m'as appris que je peux être forte sans cesser d'être féminine, que je peux me battre férocement pour ma famille sans perdre mon essence. » Ce fut cette nuit-là, après avoir couché Gabriel, qu'ils parlèrent enfin de tout ce qui s'était passé. Assis sur le balcon de l'appartement, avec Paris illuminé à leurs pieds, ils partagèrent les peurs qu'ils avaient gardées, les doutes qui avaient failli les séparer, la façon dont la crise les avait transformés tant individuellement qu'en tant que couple. « Il y a eu des moments où j'ai pensé que je te perdrais », confessa Philippe, tenant la main d'Élise. «
Pas à cause des accusations de Monique, mais à cause de la peur. Peur que tu réalises que tu méritais mieux qu'un homme avec tant de passé, tant de complications. Et il y a eu des moments où j'ai pensé que tu te lasserais de te battre pour nous, répondit Élise. Que tu déciderais qu'il serait plus facile de recommencer à zéro avec quelqu'un qui ne viendrait pas avec tous ses problèmes. Élise. Philippe se tourna complètement pour la regarder. Tu n'es pas un problème. Tu es la solution. À tout. À la solitude. Au vide. À la sensation que la vie n'était qu'une succession d'obligations sans but. Même si notre mariage a commencé comme un accord, surtout pour cela, parce que cela prouve que les meilleures choses de la vie arrivent parfois de façon que nous n'attendons jamais, que l'amour véritable peut fleurir même dans les terrains les plus improbables. Ils passèrent cette nuit éveillés, non pas à faire l'amour, mais simplement à parler, se redécouvrant l'un l'autre après des mois de tension, reconstruisant l'intimité que la crise avait ébranlée, confirmant qu'ils n'avaient pas seulement survécu à la tempête, mais en étaient sortis plus forts et plus connectés. Le premier anniversaire de Gabriel fut une célébration qui marqua véritablement la fin du cauchemar et le début d'une nouvelle phase pour la famille. La fête fut intime. Seulement les familles Mercier et Cartier, quelques amis proches, et beaucoup d'émotions quand Gabriel fit ses premiers pas hésitants en direction du gâteau d'anniversaire. Il a choisi le jour de son anniversaire pour marcher, observa Hélène Cartier, la grand-mère maternelle, les larmes aux yeux. Mon petit-fils est vraiment un génie, proclama fièrement Albert Mercier. Il a tout planifié pour être le centre d'attention. Comme son père, dirent Élise et Hélène à l'unisson, provoquant des rires généralisés. En observant la famille réunie, les grands-mères se disputant pour tenir Gabriel, les grands-pères planifiant déjà les activités qu'ils feraient, avec leur petit-fils quand il grandirait, Philippe ressentit une plénitude qu'il n'avait jamais éprouvée. C'était ce qu'il avait toujours voulu sans savoir qu'il le voulait, appartenir véritablement à quelque chose de plus grand que lui-même. « Qui tour a-t-il » demanda Élise, remarquant comment il observait tout avec une expression contemplative. « Je pensais juste combien la vie est imprévisible. Il y a 2 ans, j'étais un homme solitaire qui pensait que la famille était synonyme de problème. Aujourd'hui, tu es le père d'un futur génie et le mari d'une femme qui t'aime éperdument, compléta-t-elle, appuyant sa tête sur son épaule. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Les mois passèrent dans une succession de découvertes et de petites joies qui formaient une vie pleine. Gabriel grandissait chaque jour, développant une personnalité propre qui mélangeait la détermination du père avec la sensibilité de la mère. À 18 mois, il parlait déjà des mots clairs, montrant une intelligence qui rendait ses parents fiers et légèrement inquiets du futur défi de maintenir un enfant si vif occupé. Papa Affairs était comment Gabriel se référait au travail de Philippe, dans une version infantile de Papa Travail, qui faisait fondre le cœur de l'homme d'affaires chaque fois qu'il l'entendait. Maman chante était comment il appelait Élise, l'associant aux berceuses qu'elle inventait spécialement pour lui. Philippe avait complètement ajusté sa routine professionnelle pour être présent dans la vie de son fils. Il partait plus tard au bureau, rentrait plus tôt, refusait les voyages qui le maintiendraient éloigné plus de 2 jours. L'entreprise non seulement ne souffrit pas de ces changements, mais prospéra sous une direction plus équilibrée et humanisée. « Vous êtes différent, monsieur », observa Marthe un après-midi. « Plus serein. Comme si vous aviez trouvé quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps. »« J'ai trouvé, » répondit simplement Philippe. « J'ai trouvé ma famille. » Ce fut un matin de mars, quand Gabriel avait presque 2 ans, qu'Élise fit une découverte qui changerait à nouveau la dynamique familiale. Elle s'était réveillée en se sentant nauséeuse, une sensation familière qui l'alerta immédiatement. Philippe était sous la douche quand elle fit le test, et quand il sortit, il la trouva assise au bord du lit, regardant un petit objet dans ses mains. « Élise, qu'y a-t-il » Elle leva le visage, et Philippe vit des larmes de joie couler sur ses joues. « Nous attendons un autre bébé. » Le silence qui suivit fut de pur choc. Philippe resta paralysé un moment, assimilant l'information. Puis un sourire lent s'étendit sur son visage, grandissant jusqu'à devenir un rire de pure joie. « Vraiment ? Vraiment. » Cette fois, il n'y eut pas d'hésitation,
pas de peur. Philippe la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans la chambre, tandis qu'il riait et pleurait en même temps. Gabriel, réveillé par le bruit, apparut à la porte de la chambre, chancelant sur ses pas encore incertains, frottant ses yeux somnolents. « C'est quoi ?» demanda-t-il avec son langage encore en développement. Philippe le prit dans ses bras, l'incluant dans l'étreinte familiale. « Gabriel, tu vas être grand frère. Tu auras un petit bébé dont tu prendras soin. »« Bébé ?» Gabriel écarquilla les yeux, comme si l'idée était la chose la plus fantastique du monde. « Bébé », confirma Élise, embrassant le front de son fils. « Je m'occupe », annonça solennellement Gabriel, comme la seconde grossesse fut complètement différente de la première. Sans pressions externes, sans peur, sans menaces planant sur la famille, Élise put profiter de chaque moment de sa grossesse. Philippe, désormais père expérimenté, était plus détendu mais non moins attentionné. Il savait à quoi s'attendre, comment aider, quand s'inquiéter et quand simplement célébrer. Cette fois, j'apprendrai à Gabriel à aider, annonça-t-il, lors d'une des consultations médicales. Il peut apprendre la responsabilité familiale dès son plus jeune âge. Philippe, rit le docteur Fournier, il a 2 ans. Il apprend encore à utiliser le pot. Des détails. Mon fils est exceptionnellement mûr pour son âge. Élise et le médecin échangèrent des regards amusés. Philippe restait le père le plus gâteau et fier de Paris, mais c'était maintenant simplement une partie du charme familial. Quand ils découvrirent que ce serait une fille, la joie de Philippe fut indescriptible. « Une princesse », murmura-t-il pendant l'échographie. « Je vais avoir une princesse. »« Tu vas être un père surprotecteur », rit Élise. « Je serai adéquatement prudent », corrigea Philippe. « Il y a une nuance. » Bien sûr. Gabriel, en apprenant qu'il aurait une petite sœur, se désigna immédiatement protecteur officiel. Il parlait au ventre de sa mère tous les jours, racontant des histoires inventées, chantant les chansons qu'il avait apprises, prévenant que bientôt elle pourrait sortir pour jouer avec lui. « Petite sœur, papa dit que tu es toute petite, mais bientôt grande », expliquait-il lors d'une de ses conversations sérieuses avec le ventre d'Élise. « Moi, j'apprends toi à jouer, j'apprends toi à parler. Maman chante pour toi, papa fait affaire pour nous. » La simplicité et la pureté de ses paroles touchaient profondément Philippe et Élise. Gabriel grandissait dans un environnement d'amour si solide qu'il voyait la famille comme une unité naturelle et incontestable. Pour lui, il était évident que tous prenaient soin les uns des autres, que l'amour était abondant et qu'il y aurait toujours de la place pour une personne de plus dans le cercle familial. La naissance de Sophie, non choisie par Gabriel lors d'une de ses conversations avec le ventre de sa mère, eut lieu un matin de novembre, avec le soleil entrant par les fenêtres de la maternité comme une bénédiction dorée. L'accouchement fut plus rapide que celui de Gabriel, et quand Sophie arriva au monde avec ses 3 kg 200 grammes de perfection, Philippe pleura à nouveau, comme la première fois. « 2 fois, père », murmura-t-il, tenant sa fille nouveau-née, avec la révérence de quelqu'un qui savait exactement quel miracle il était en train de vivre. 2 fois béni. Gabriel, en rencontrant sa sœur, fut fasciné par cette minuscule créature qui dormait dans les bras de sa mère. « Elle est vraiment toute petite », observa-t-il gravement. « Moi grand, je prends bien soin. »« Tu vas bien prendre soin d'elle », confirma Élise. « Tu seras le meilleur grand frère du monde. Comme papa prend soin de nous », acquiesça solennellement Gabriel. L'observation innocente de l'enfant toucha Philippe profondément. Sans s'en rendre compte, Gabriel avait identifié ce qui était véritablement important. L'attention, la protection, l'amour inconditionnel qu'une famille offre à ses membres. Les premiers mois avec Sophie furent une danse soigneusement orchestrée de responsabilité et de joie. Philippe avait engagé une nounou supplémentaire pour aider avec les enfants, mais il insistait pour participer à chaque aspect de la routine. Il se levait pour les tétées nocturnes, changeait les couches, donnait le bain, et trouvait encore du temps pour jouer avec Gabriel et maintenir son attention partagée entre ses 2 enfants. « Tu vas t'épuiser », avertissait Élise, l'observant aller d'une chambre à l'autre répondant aux besoins des enfants. « Impossible, j'ai une énergie infinie quand il s'agit de mes enfants. » Et cela semblait vrai. Philippe avait trouvé un rythme qui fonctionnait, un équilibre entre travail et famille, qui le laissait physiquement épuisé mais émotionnellement comblé.
Il rentrait à la maison chaque jour, impatient de connaître les nouvelles des enfants, de participer au bain, à l'histoire avant de dormir, aux petits jalons de développement qui formaient la tapisserie de la vie familiale. Sophie grandissait, comme une enfant sereine et souriante, tandis que Gabriel développait un sens des responsabilités impressionnant pour son âge. À 3 ans, il aidait à nourrir sa sœur, avertissait quand elle pleurait, et avait créé une routine de conversations importantes où il expliquait à Sophie comment fonctionnait le monde selon sa perspective enfantine. « Papa travaille pour que nous soyons heureux », expliquait-il lors d'une de ces conversations, tandis que Sophie l'observait de ses grands yeux attentifs. « Maman s'occupe de nous pour que nous grandissions forts. Moi, je m'occupe de toi pour que tu n'aies pas peur. » « Où a-t-il appris cela ?» demanda Philippe à Élise, ému par la sagesse précoce de son fils. « Avec toi, » répondit-elle simplement, « en observant comment tu prends soin de nous. » Ce fut lors du 3e anniversaire de Gabriel, lors d'une fête dans le jardin de la nouvelle maison qu'ils avaient achetée à Neuilly, un espace plus grand et plus adapté à une famille, en croissance, que Philippe eut un moment de révélation profonde. En observant les enfants jouer dans le jardin, les grands-parents partageant des histoires et des conseils, Élise organisant tout avec le naturel de quelqu'un né pour être mère, il se retrouva à réfléchir sur le parcours qu'il avait mené jusque-là. 5 ans auparavant, il était un homme solitaire qui considérait la famille comme un luxe dangereux. Il avait construit des murs autour de son cœur, juré de ne plus jamais faire entièrement confiance à quelqu'un, s'était résigné à une vie de succès professionnel et de vide personnel. Et puis Élise était arrivée, non comme une passion fulgurante ou une conquête romantique, mais comme un accord sensé qui s'était progressivement transformé en la chose la plus importante de sa vie. « À quoi penses-tu » demanda Élise, s'approchant avec Sophie dans les bras. « À combien j'ai été idiot pendant si longtemps » répondit-il honnêtement. « Idiot comment ? Pensant que le succès n'était que de l'argent en banque et du respect professionnel, que la famille était une complication, que l'amour était une faiblesse. » Il ouvrit les bras, recevant Sophie qui tendait ses petits bras vers lui. « Regarde, ce que j'aurais perdu si je n'avais pas eu le courage de m'ouvrir à vous. Mais tu as eu ce courage, c'est ce qui compte. »« Nous avons eu, » corrigea Philippe. « Tu as été aussi courageuse que moi. Peut-être plus. Tu as épousé un étranger. Tu m'as fait confiance quand je ne me faisais pas confiance moi-même. Tu t'es battue pour notre famille quand elle était menacée. Parce que je savais que cela valait la peine de se battre. » « Comment le savais-tu » Élise sourit, ajustant Sophie dans les bras de Philippe, tandis que Gabriel courait vers eux, couvert de terre et rayonnant de bonheur. « Parce que j'ai vu qui tu étais vraiment sous toute cette protection. J'ai vu un homme bon qui avait peur d'aimer à nouveau, et moi-même j'avais peur de ne jamais trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment. Et tu as trouvé ? Nous sommes trouvés l'un l'autre. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis et que les derniers invités eurent pris congé, Philippe et Élise s'assirent sur la terrasse de leur nouvelle maison, contemplant le jardin éclairé par la lune. Sophie dormait dans la poussette à côté d'eux. Gabriel était dans sa chambre entouré de nouveaux jouets, et le silence n'était rempli que par les sons nocturnes de la nature. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus » dit soudain Philippe. « Quoi donc ?» Comme tout cela semble naturel maintenant. Comme si nous avions toujours été une famille, comme si nous avions toujours été destinés à cela. Peut-être l'étions-nous, suggéra Élise. Peut-être que l'univers savait que nous avions besoin l'un de l'autre et a simplement trouvé un moyen de nous mettre sur le même chemin. Par un accord commercial ? Pourquoi pas ? Tu as déjà entendu parler de couples qui se sont rencontrés de façon plus étrange. Philippe rit, l'attirant plus près. C'est vrai, et au moins, nos parents ont une histoire intéressante à raconter sur comment ils nous ont aidés à nous trouver. Ils raconteront cette histoire à Gabriel et Sophie jusqu'à ce qu'ils soient fatigués de l'entendre. Bonne chance pour fatiguer Gabriel de n'importe quelle histoire. Il a hérité de ta curiosité insatiable. Et Sophie a hérité de ton entêtement. Je ne suis pas entêté, je suis déterminé. Bien sûr, mon amour, déterminé. Ils restèrent silencieux un moment, absorbant la paix de cette nuit parfaite. Puis Philippe se tourna vers Élise, prenant son visage entre ses mains. « Je t'aime, dit-il simplement, non pas parce que tu m'as donné de beaux enfants, ou parce que tu as transformé ma maison en un foyer, ou parce que tu t'es battu pour notre famille. Je t'aime parce que tu es toi,
parce que tu me donnes envie d'être une meilleure version de moi-même tous les jours. Je t'aime aussi, répondit-elle, l'embrassant doucement. Et sais-tu quelle est la meilleure partie? Laquelle? Que nous avons encore toute la vie devant nous pour continuer à découvrir ce que signifie s'aimer l'un l'autre. Des années plus tard, quand Philippe avait 52 ans et Élise 33, quand Gabriel était à l'école en train de se faire des amis et de montrer l'intelligence exceptionnelle que son père avait toujours insisté qu'il possédait quand Sophie faisait ses premiers pas et disait ses premiers mots, ils se découvraient encore amoureux l'un de l'autre de nouvelles façons. L'empire commercial continuait à prospérer, mais Philippe avait appris à déléguer des responsabilités et à faire confiance à son équipe. L'entreprise avait maintenant des programmes sociaux extensifs, incluant le centre d'aide pour enfants défavorisés qu'Élise avait finalement réussi à mettre en place. Il était toujours respecté dans le monde des affaires, mais était désormais connu aussi comme le dirigeant qui avait prouvé que succès professionnel et bonheur familial n'étaient pas mutuellement exclusifs. Élise s'était épanouie en une femme confiante et accomplie, qui partageait son temps entre s'occuper des enfants et diriger ses projets sociaux. Elle avait découvert qu'elle pouvait être forte et féminine, dévouée à sa famille, et avoir néanmoins ses propres réalisations. Le centre pour enfants défavorisés était devenu un modèle pour d'autres institutions, et elle prévoyait d'étendre le travail à d'autres villes. « Regarde ce que nous avons accompli », dit-elle un matin, observant Gabriel enseigner à Sophie comment empiler des blocs colorés tandis qu'il apprenait lui-même à lire. « Une vraie famille, une famille choisie. Commencez par choix, corrigea Philippe, l'enlaçant par derrière. Maintenant, c'est une famille aimée. Il y a une différence. Laquelle? Choisie par nécessité, aimée par volonté. Et c'était vrai. Ce qui avait commencé comme un accord froid entre deux familles dans le besoin s'était transformé en une histoire d'amour qui prouvait que les liens les plus forts n'étaient pas toujours ceux formés par la passion instantanée, mais aussi ceux construits brique par brique, jour après jour, à travers des choix conscients de prendre soin, de protéger et d'aimer. 10 ans après ce mariage à l'église du Sacré-Cœur, Philippe et Élise renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime dans le jardin de leur maison, avec Gabriel comme garçon d'honneur et Sophie comme demoiselle d'honneur. Ce ne fut pas un événement social ou une obligation familiale. Ce fut une célébration consciente de ce qu'ils avaient construit ensemble, une réaffirmation des engagements qu'ils prenaient maintenant, non par accord, mais par amour. Cette fois, dit Philippe durant les vœux qu'il avait lui-même écrits, « Je te choisis non pas parce que ma famille a besoin de la tienne, mais parce que mon âme a besoin de la tienne. Non pas parce que c'est pratique ou sensé, mais parce qu'il est impossible d'imaginer une vie sans toi. » « Et je te choisis, » répondit Élise, « non pas parce que tu peux me protéger ou me soutenir, mais parce que tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Parce qu'avec toi, j'ai trouvé non seulement un mari, mais un véritable partenaire dans le voyage de construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Les enfants applaudirent, les parents pleurèrent, et Philippe et Élise s'embrassèrent sous un ciel bleu parisien qui semblait bénir cette famille née d'un accord et ayant grandi pour devenir un exemple que l'amour véritable peut fleurir dans les terrains les plus improbables. Ce soir-là, après que Gabriel et Sophie furent couchés, lui avec ses livres d'histoire, elle avec sa poupée préférée, Philippe et Élise se retrouvèrent à nouveau sur la terrasse, observant les étoiles au-dessus de Neuilly. « Des regrets ?» demanda-t-il, jouant avec l'alliance qu'elle portait depuis 10 ans. « Aucun. Et toi ?»« Un seul. » Élise se tourna, surprise. « Lequel ? Que j'ai mis si longtemps à comprendre que tu étais exactement ce que je cherchais, sans savoir que je cherchais. Mais nous y sommes arrivés. »« Nous y sommes arrivés, » confirma-t-il, l'embrassant avec la passion renouvelée de celui qui savait qu'il avait trouvé non seulement un grand amour, mais un amour durable. Et nous avons encore toute une vie pour continuer à y arriver tous les jours. Et ainsi ils continuèrent, bâtissant une famille qui avait commencé comme un contrat et était devenue un témoignage que l'amour véritable n'a pas besoin d'arriver comme la foudre. Parfois, il arrive comme l'aurore, lentement, doucement, illuminant graduellement tout autour, jusqu'à ce qu'il devienne impossible d'imaginer comment était la vie
avant cette lumière. À Paris, dans une maison remplie de rires d'enfants et de projets pour l'avenir, Philippe et Élise Mercier continuèrent de prouver que les fins heureuses les plus durables sont celles construites non seulement avec passion, mais avec patience, non seulement avec des promesses, mais avec des choix quotidiens d'aimer, de prendre soin et de rester.